Bonsoir, bienvenue, merci de regarder Face à Face. Bonsoir Séverine Elie-Marius, comment ça va? Bonsoir Barbara, ça va très bien, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes doctorante en écologie à l'Institut de la biodiversité et de l'écologie. Alors nous, sur Face à Face, on a déjà reçu votre directeur, votre responsable, le professeur Philippe Joseph. Mais on va redire un mot sur ce qu'est l'Institut de la biodiversité et de l'écologie. Donc vous y êtes doctorante, mais surtout vous avez fait partie d'une équipe qui a organisé récemment une passionnante journée d'études sur la question de la souveraineté alimentaire. Donc moi, je n'ai pas eu le privilège d'assister à cette journée. C'est pour ça que je vous ai demandé de venir, pour nous parler un petit peu à la fois des raisons de la mise en œuvre de cette journée, et puis peut-être de la synthèse de ce qui s'y est dit. Mais un mot peut-être avant, Séverine Elie-Marius, sur cet institut. En tant que doctorante, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Donc, l'Institut de biodiversité et d'écologie est une composante à part entière sur le campus de Schœlcher. C'est une composante qui est née d'une volonté de la CTM et de l'Université des Antilles et qui a des missions qui s'articulent entre deux axes, la formation d'une part et la recherche d'autre part. Oui. Sur la formation, nous proposons plusieurs diplômes, des licences professionnelles, métiers de la mer, protection, gestion de l'environnement, un master en gestion de l'environnement, éventuellement des poursuites en doctorat. Donc l'idée, c'est vraiment de former des professionnels dans la valorisation, la protection du coup, de toute cette biodiversité qui peut être une source de développement économique. Et puis sur le plan de la recherche, nous avons des travaux en écologie, donc nous avons des chercheurs en écologie, des doctorants en écologie, et nous développons un plateau technique qui va nous permettre de faire de la phyto, des outils très concrets pour aller justement vers une meilleure connaissance et une meilleure valorisation avec un plateau en phytochimie, avec des techniques de pointe, avec également des éléments en chimie de l'environnement, comme par exemple l'étude des polluants et de leur dynamique. Et puis, bon, vous êtes déjà dans le classement de Shanghai, donc on suppose que ça va encore s'améliorer, cette histoire. Oui, nous travaillons à cela, bien sûr. Avec vos publications, mais vous faites le lien, effectivement, entre la théorie et la pratique. Quand vous parlez de valorisation, on parle de ça, c'est de ça qu'on parle. Effectivement, notre biodiversité, notre écosystème, comment on peut valoriser les choses. Il y a une dimension aussi économique et sociale aussi, finalement, de vos recherches. Exactement. Sur notre plateau technique, il y aura une co-direction. Donc, d'un côté, actuellement, ce sera le professeur Joseph. Et il y aura aussi, dans notre conseil de pilotage, en fait, aussi des parties prenantes de la CTM. Nous allons promouvoir une certaine forme d'innovation technique pour pouvoir soutenir le développement dans cette valorisation, donc sur les plantes, mais aussi par exemple sur l'utilisation de biomolécules produites par exemple en milieu marin pour des éponges par exemple. Est-ce que je peux vous demander sur quoi vous travaillez? Parce que vous êtes doctorante en écologie. Doctorante, c'est que vous êtes en cours, vous travaillez sur c'est quoi votre thème? Alors moi, je travaille sur les formations côtières végétales de Martinique. Et donc, je m'intéresse plus précisément à comment ces espaces que nous fréquentons souvent, donc nos plages généralement. Les plages et mangroves, les chemins, alors, plutôt vraiment les plages. Je me concentre vraiment sur ce type d'habitat, de zone. Comment notre gestion utilise, quelle est la gestion que nous faisons de ces zones et puis quels sont les leviers de préservation, mieux connaître aussi la biodiversité de ces zones et préciser du coup leur dynamique dans le temps, leur évolution potentielle. D'accord. Venons-en maintenant donc à cette fameuse journée d'études donc de la souveraineté alimentaire. On est au cœur, avec ces deux mots, d'un sujet qui intéresse tout le monde. Et il n'y a pas si longtemps, j'interviewais un responsable de CGM, donc Transport Maritime. On parle à l'occasion de notre dépendance à l'extérieur. Nous consommons, tout ce que nous consommons vient de l'extérieur, à peu près tout, 80%, plus de 80%. Souveraineté alimentaire, ça dit que peut-être on peut être moins dépendant. C'est ça que ça veut dire. C'est quoi le point de départ de ce thème et de cette journée? Alors, le point de départ, c'est vraiment un constat. Un constat qui est que nos îles ont une grande vulnérabilité. Une vulnérabilité qui va être liée au fait que le changement climatique nous expose à davantage d'événements cataclysmiques. Et puis aussi le fait que
nous avons un contexte géopolitique qui se redessine et qui peut mettre en péril nos approvisionnements. Parallèlement, nous avons aussi de nombreux travaux qui montrent que nous avons un potentiel déjà par nos agrosystèmes, c'est-à-dire les cultures qui existent déjà, mais aussi un potentiel dans nos écosystèmes naturels, qu'ils soient terrestres ou marins. Et donc, tout le questionnement lors de cette journée d'études était de voir comment nous pouvions concilier une exploitation raisonnée de ces ressources naturelles, la mise en place de ces agrosystèmes qui sont extrêmement importants pour notre alimentation en local, et le fait de pouvoir réduire nos exportations, de pouvoir trouver finalement nos importations et trouver en local ce qui est nécessaire pour avoir une alimentation de qualité et durable. Surtout que, alors, c'était pas les mêmes populations, c'était pas la même époque, mais fin du 19e siècle, c'était vraiment le rapport inverse. On était suffisant parce qu'il y avait du maraîcher, il y avait du vivrier. Et alors qu'aujourd'hui, on est dans la consommation et on est très dépendant de l'extérieur. Alors, il y a un thème qui a attiré mon attention, produire autrement, marronner les politiques publiques. Je me suis dit, ça y est, voilà, il y a des lois, ils ne veulent pas tenir compte des lois. Qu'est-ce que ça veut dire, marronner les politiques publiques? Les politiques publiques sont responsables de notre dépendance, c'est ça que ça veut dire? Alors, donc, moi, c'est ce que je comprends. Cette communication a été proposée par le docteur Pamela Aubertan, qui est docteur en sciences politiques, et elle fait le constat, en fait, que cette dépendance, elle est historique, économique et aussi liée finalement à l'histoire de nos lois et de nos réglementations. Donc, quand elle propose le fait de marronner nos politiques publiques, c'est vraiment l'idée de pouvoir aller redessiner la façon dont nous allons faire nos approvisionnements et pouvoir créer en fait des alternatives. Le terme marronner, il peut évoquer plein de choses différentes, le fait d'être en résistance, mais aussi le fait de pouvoir trouver des voies alternatives. Et c'est surtout ce propos qui a été porté en montrant que des initiatives existent, comme Bionet, enfin, par exemple, des initiatives existent pour mieux comprendre en fait nos systèmes et pouvoir chercher d'autres formes de relations à nos producteurs pour pouvoir finalement mieux soutenir ces agricultures paysannes, ces agricultures qui nourrissent en local et qui ne sont pas tournées vers l'exportation. Donc il faut peut-être revenir à ces modes de production, notamment les de plus petites exploitations de maraîchers, de vivriers, et peut-être repenser la façon dont la surface agricole utile est utilisée, notamment pour la banane ou la canne, c'est ça? Donc c'est une des idées qui a été développée par nos intervenants, le fait qu'en local, il est important en fait de revaloriser les productions qui sont tournées vers le marché, la consommation endogène. Voilà, le marché intérieur, le marché local. Et le fait de valoriser, de maintenir, de soutenir en fait ces types d'agriculture, ça implique un certain nombre de décisions politiques. Bien sûr. Certaines ne sont pas dépendantes de notre échelle de territoire, mais d'autres initiatives existent. Par exemple, parmi nos intervenants, nous avons un autre doctorant de l'Institut de biodiversité et d'écologie, Sophie Stéphane, qui a présenté la façon dont ils ont pensé le PAT, le programme alimentaire territorial de Cap-Nord, pour pouvoir justement renforcer, soutenir cette relation avec ces agriculteurs qui produisent pour le local, et comment on peut prendre en compte du coup d'autres facteurs comme l'organisation des filières, le fait de créer des nouvelles habitudes, par exemple chez les scolaires, en particulier dans le premier degré, de travailler le lien intergénérationnel pour pouvoir choisir cette agriculture en local. Est-ce que, donc, finalement, en fait, l'idée, c'est de changer effectivement nos habitudes? C'est quoi la synthèse globale de cette journée? Et puis, est-ce que ça débouche sur un autre rendez-vous, peut-être? Alors, la synthèse globale, elle est vraiment liée, en lien aussi avec notre quatrième intervenant, en fait, le docteur Olivier Barrière, qui nous a présenté le principe de coviabilité. Cette coviabilité, c'est une invitation à repenser nos relations en socio-écosystème, en fait. Et donc, toutes nos interventions, même celle du docteur Malika Trouillefou en biologie marine, nous invitent à aller regarder nos ressources et surtout à aller vers des négociations au plus près du terrain
pour pouvoir mieux exploiter en tenant compte des apports scientifiques. Oui. Donc, des apports scientifiques qui sont sur la connaissance des écosystèmes, la connaissance et l'innovation autour des nouvelles filières à développer. Donc, elle nous a présenté, par exemple, l'exemple du CIMOS, qui pourrait être une innovation en termes de production venant de la mer. Oui. Le CIMOS est une algue, en fait, qui est cultivée, qui permet de produire des aliments transformés à haute valeur nutritionnelle. Qui se fait dans d'autres îles, mais qui pourrait être importée. C'est une pratique qui pourrait être importée ici. Oui. Et donc, tous ces éléments nous font dire vraiment que l'approche pluridisciplinaire, comme elle est menée à l'Institut, permet de finalement croiser des regards. Et l'élaboration des cadres réglementaires, c'est vraiment l'idée clé. L'élaboration des cadres réglementaires, si on veut reterritorialiser notre alimentation, passe par le fait de repenser nos cadres réglementaires à une échelle un peu plus proche de nous, en fait. C'est-à-dire que ce qu'on comprend, et s'il nous reste peu de temps, donc on a le potentiel, on a la biodiversité, l'innovation qui passe notamment par vous, permet effectivement de trouver les moyens d'une valorisation. Après, le cadre légal et réglementaire, national et Europe, doit être revu. Donc finalement, peut-être qu'à un moment, c'est les politiques qui devront prendre le dossier et aller négocier les changements, sachant que ces changements-là remettent en cause des équilibres séculaires. Et donc, c'est dans les apports, justement, de cette journée d'études. Oui. Les deux idées clés sont vraiment là. C'est qu'effectivement, il y a des dispositifs à construire avec une négociation, avec une connaissance du local qui doit être forte. Oui. Et d'autre part, le fait qu'il est vraiment important que la construction de ces dispositifs se fasse en s'appuyant sur la science. Et c'est ce dialogue qui va être important. Par exemple, le concept de marronnage qui est présenté ou le concept de coviabilité, ce sont des concepts scientifiques. Et il appartiendra donc aux décideurs de s'en emparer. Dans le dialogue, nous pouvons les accompagner pour pouvoir en faire vraiment des outils réglementaires. Vous servez à ça à l'Institut de la biodiversité et de l'écologie. Merci beaucoup, Séverine. On n'a pas fait le tour de la question. La prochaine fois, je vais venir. Oui. Et puis, je crois qu'il y a une autre journée en juin. Voilà. Notre prochain rendez-vous sera en juin. Donc, la thématique n'est pas encore totalement arrêtée, mais suivez-nous sur nos réseaux. Et donc, ça se passe sur le campus à l'amphithéâtre Michel-Louis. En général, voilà, tout à fait. Merci beaucoup, Séverine Elie-Marius, d'être venue nous parler de cette journée sur le thème de la souveraineté alimentaire. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve pour un prochain Face à Face sur ATV. Bye bye, à bientôt.